Alors ça, regarde, voilà, là tu vois, ça ressemble à une espèce de chamallow, tu vois, très joli hein, pour faire des animations pour les bisounours. Et donc tu vois, parce que le solidify, si tu veux, à la différence de l'explode, agit même quand les particules n'existent pas. L'explode, si tu veux, est un modificateur adaptatif, c'est-à-dire que quand les particules n'existent pas, au début de l'anime, tu vois, il ne modifie pas la structure de ton objet. Les points qui étaient soudés entre eux restent soudés et ça ne bouge pas. Donc le lissage des normales, tout ça, ça ne changera pas. C'est au moment de l'explosion qu'il applique des modifications sur la structure de ton vaisseau. Ce qui n'est pas le cas du solidify. Le solidify, lui, il agit quoi qu'il arrive. Parce que le solidify peut très bien être utilisé dans une toute autre configuration qu'une simulation dynamique. D'accord? Donc ça va être à toi, par exemple, au moment du crash, tu vois, ça va être à toi, en fait, d'animer ce paramètre dans le temps. Et merci Blender 2.5, tous les paramètres sont maintenant animables. Hein. Il va falloir du coup que tu fasses bouton droit, insert keyframe au moment du crash, tu vois, pour faire enfler, entre guillemets, ton vaisseau au moment du crash. Mais surtout pas avant. Parce qu'effectivement, sinon, c'est chamalodé, quoi. Le raccourci clavier pour... Alors, le raccourci clavier, il va être très global. Il va te mettre des clés ou partout ou nulle part. Donc je te conseille le bouton droit. Bouton droit sur la playlist. Voilà, sur le paramètre, bouton droit, insert keyframe. Sur le paramètre, Sur le paramètre, c'est très local. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles, tu mets ta curseur de souris, bouton droit, insert keyframe. Tu appuies sur I alors que tu appuies sur un paramètre. Alors peut-être. Oui, ça marche. Alors voilà, ça marche, excusez-moi. Tu mets ta souris sur le paramètre et tu fais I, tu mets ton keyframe uniquement là. Il y a juste un paramètre sur lequel ça ne va pas forcément marcher, c'est les paramètres de transformation que vous avez sur les côtés. Si vous faites I dessus, vous voyez, il vous met des clés sur les trois paramètres X, Y. Et si vous faites un bouton droit, vous avez deux façons de le mettre. Vous avez Insert Keyframe sur le bloc ou Insert Single Keyframe, c'est-à-dire sur un paramètre. D'accord? Parce que parfois, on peut très bien avoir envie juste animer sur, par exemple, la direction horizontale et pas sur les deux autres. Ça vous fait moins de clés à gérer, c'est beaucoup plus compréhensible lorsque vous regardez votre graphe éditeur et que vous avez des milliers de points qui font ça. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend le principe et ce vers quoi on tend à la fin hein? Donc vous voyez, on a vu qu'on pouvait avoir donc des simulations de rebond, tout à l'heure avec l'histoire des flèches. On a vu qu'on pouvait du coup générer des particules sur un objet quel qu'il soit, et qu'on avait ici un modificateur magique qui était l'explode, qui permettait d'arracher des faces en fonction de cette simulation de particules. D'accord? Et c'est là où l'énorme bidouille va s'opérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre en stand-by, parce que maintenant j'ai un peu préparé le terrain, hein, j'ai fait une sorte de configuration, si vous voulez, pour préparer le terrain. Et je vais mettre en stand-by ici, donc éteindre, vous voyez, les petits yeux de tous mes modificateurs. Ils sont prêts, ils sont là, hein, ils sont prêts pour le combat, mais pour l'instant, je leur demande de rester calmes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai ici ma plaque qui est au niveau du sol, que je vais allonger un petit peu, hein, qui est ici. Et alors, pensez à sauver souvent. Hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais moi je suis un paranoïaque de base, hein, donc je fais surtout pas confiance à la machine, hein, quelle qu'elle soit, même si c'est Linux, même si c'est ce que vous voulez. Si vous faites confiance à la machine aura votre tour. Hein, il y a une fonction, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est très utile dans Blender. Quand on appuie sur F2, on est devant le module de sauvegarde. D'accord? Et par exemple, je vais appeler mon truc in progress, là, comme ça. Hop, voilà. Et je vais appeler ça in progress, underscore, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, c'est bon. 001. D'accord? Et je sauve. Voilà. Pourquoi je l'ai appelé 001? Parce que quand vous travaillez sur un projet, et notamment quand vous travaillez sur un projet pour un client, que ce soit de l'habillage ou ce que vous voulez, mais l'habillage est un cas particulièrement intéressant, on va peut-être vous dire, imaginez que vous êtes sur une semaine de prod, et puis le mercredi, on va vous dire oh, c'est trop cool, je veux ça. Voilà. Et donc on vous dit je te valide l'anime. Et puis après, le jeudi matin, il a mal dormi, il n'est pas content. Il revient le jeudi matin et il vous dit non, finalement on va changer. Quoi. Donc, ou alors parce qu'il vous paye une semaine, alors il a envie de vous faire travailler une semaine. Et donc vous faites des modifs le jeudi matin, machin, tout ça. Et puis, le jeudi après-midi, vous dites non, finalement c'était mieux hier. Le problème, c'est que si vous travaillez qu'avec une seule scène et que vous sauvegardez toujours par-dessus votre scène, la version d'hier, vous ne l'avez plus. Quoi. Okay. Même topo, imaginez, vous faites des contrôles S tout le temps, donc vous êtes tout le temps en train de sauvegarder sur votre fichier. Vous vous dites j'écrase mon fichier, je réécris sur mon fichier. En fait, techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe dans votre disque dur?
votre machine efface le fichier, et on réécrit un autre, peut-être à un endroit complètement différent de votre disque dur, mais avec le même nom. D'accord? Donc, vous faites CTRL S, il efface, il réécrit. Maintenant, soyons parano jusqu'au bout, et croyez-moi, c'est déjà arrivé. Vous faites CTRL S, il efface, coupure de courant. Et là, vous avez perdu tout votre boulot. Ok? Donc, si vous êtes un parano comme moi, et je vous conseille de l'être, vous faites F2, et comme vous l'avez appelé 001, vous avez un raccourci très pratique qui est la touche plus de votre clavier. Regardez, 02. Wow. Et là, du coup, tel flash, vous faites plus, voilà, 3 raccourcis, vous avez fait une F3 et une F4. Vous comprenez le principe? Oui. Quelle est la différence avec les versions Blend 1, Blend 2, Blend 3, les fichiers Blend 1? Ah, alors ça, si tu veux, c'est qu'à chaque fois que tu fais, une sauvegarde, en fait, Moi, il pour revenir sauvegarde en la arrière, version précédente sur 2 ou 3 versions. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas toi qui le gère, si tu veux. Si tu as, le CTRL S facile, tu vois, c'est-à-dire que du coup, il va sauvegarder effectivement des Blend 1, des Blend 2, des choses comme ça. Ça, c'est déjà une première version de la paranoïa qui dit que. On peut revenir en arrière après. Voilà. Bah, si tu as une coupure de courant, par exemple, là, tu n'as pas tout perdu. C'est déjà un premier truc. Par contre, si ton client te dit ressors-moi la version d'il y a 3 jours, t'es battu, quoi. Tu vois? Là, tu gères toi-même tes sauvegardes. Oui, ça se paramètre pas justement pour le moment, mais par défaut, là, on Ça garde se que deux, paramètre. Mais si tu mets ça, par exemple, le problème, c'est que si tu fais un CTRL S toutes les 2 secondes, tu vas te retrouver avec un empilement peut-être de 500 fichiers, si tu veux. Et quand tu as des fichiers, tu vois, qui vont peser peut-être 50 mégas à l'enregistrement, ça va ralentir ton workflow énormément. D'accord? Là, l'intérêt, si tu veux, de cette méthode, c'est que c'est toi qui gères ton propre système de sauvegarde. Si tu as tâtonné pendant 2 heures et qu'au final, tu es revenu au point de départ et que tu considères que ça ne sert à rien de sauvegarder 50 versions, tu le fais pas, quoi. Là, c'est toi qui gères ton propre système de sauvegarde. Parce que dans Blender, il n'y a pas de module de style branchement sur SVN ou JIT ou qui permet Si, il y a un truc qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Il faut une version compilée spéciale pour ça, et il y a un truc qui s'appelle, je me souviens plus, il y a un gestionnaire d'assets comme il y a dans un gestionnaire d'éléments sur un serveur déporté type SVN, tout à fait, avec système de révision, ce genre de truc, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Oui. Qui peut éventuellement être mis, ça va peut-être m'en venir tout à l'heure, qui peut être mis en place, ouais, effectivement. Et du coup, c'est utilisable aussi bien de la même façon de ce que tu Tout à fais. fait, Là, du tout à coup, fait. Alors après, il faut avoir les ressources nécessaires derrière, c'est-à-dire un serveur de malade qui va stocker toutes les versions de tout le monde à n'importe quel moment, avec un système de révision, un système de commentaires, voilà, qui s'appelle, ça m'énerve, j'ai dans la tête Nerve ou Serve ou un truc en 5 lettres ou 4 lettres, ça va peut-être me revenir, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant? Oui. Juste pour revenir un peu sur le Solidify. Ouais. En fait, il gonfle la face dans les 2 directions. Selon les normales. Selon les normales. Selon les normales, tu n'as pas la possibilité de lui spécifier un autre truc que les normales. Parce que le but du Solidify, justement, c'est de donner une épaisseur selon l'orientation de chacune des faces. Et tu as un truc qui s'appelle Even Thickness, ici, qui, lorsque tu as 2 faces qui pourraient éventuellement se rentrer dedans, tu vois, comme ça, il fait une détection et il va demander à tout le monde, tu vois, de faire ça, quoi. Voilà, pour éviter les interpénétrations internes. Si tu ne vois pas l'intérieur de ton objet, ça ne te dérange pas. Là, le problème, c'est qu'on va exploser l'objet, donc on va voir l'intérieur. Et donc, ces éventuelles interpénétrations comme ça vont se voir. Donc, le Even Thickness peut éventuellement corriger ce genre de choses. J'espère qu'à l'image 33, dans mon cas, alors, il y a un crash. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais, vous voyez, légèrement tourner, parce qu'il va se cracher, hein. Donc, légèrement tourner, ici à l'image 33, mon vaisseau, afin qu'il se courbe. Donc vous voyez, pendant le mouvement, du coup, il se prend le flanc comme ça dans le sol. Okay, et là, c'est un avantage, je rebondis par rapport à ta question sur le lockrot, d'utiliser, tu vois, uniquement les paramètres séparés, parce que là, je n'ai pas rajouté de clé sur la translation. Si tu utilises le lockrot, tu vas te cogner 2 clés. Voilà. Et donc, moins tu as de clés, mieux tu te sens. Parce que après, j'irai les courbes et tout, enfin, ça, c'est une clé. Donc voilà, il se tape le truc, il passe à travers le sol, et éventuellement, de par la violence du choc, hein, il va carrément se courber, vous voyez, hop, en dessous, là, comme ça. Alors, j'essaye, si possible, de ne pas, parce qu'il n'y ait pas un élément qui repasse au-dessus. Hein. Voilà, et je remets une clé de rotation. Vous voyez, il tape et... Voilà. Ok? Maintenant, je sauve. Je suis paranoïaque, si vous voulez.
je sélectionne mon plan, qui est ici, et avant toute chose, je vais passer ce plan, et je clique, vous voyez, sur cette espèce de petite icône d'une boule qui rebondit, qui est en haut à droite, qui contient tout un tas de paramètres dynamiques, qui n'est pas les particules sont un cas tellement vaste, il a son panneau à lui, hein, d'accord, rien qu'à lui. Et puis, la petite boule qui est ici va générer tout un tas de systèmes dynamiques qui sont autres. Alors, je les énonce très rapidement. Vous avez les champs de force, par exemple, hein, qui vont vous permettre, par exemple, de pousser les particules. Si je reviens à mon exemple précédent de la salière que vous remuez dans votre cuisine et vous soufflez dessus, ben, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir tout un tas de champs de force qui sont ici, comme force. Alors, c'est un peu comme une force magnétique, hein, qui est radiale, c'est-à-dire qui part dans toutes les directions, un peu comme une lumière avec une ampoule. Vous avez wind, c'est du vent, c'est-à-dire vous soufflez dans un certain sens. Vortex, qui va faire tourner selon un système hélicoïdal des particules, pratique pour les tornades, l'eau qui se barre dans le siphon, enfin vous voyez ce genre de choses. Vous avez magnétique qui va faire la même chose mais qui en même temps va monter selon un axe. Trop cool pour les tornades. Je suis fan des tornades. Et puis plein d'autres trucs. Harmonique en fait qui va permettre de repousser certains éléments par rapport à l'approche d'un autre. Charge et Lennard-Johnson qui sont des dérivés de ces deux-là, donc je ne rentre pas dans les détails parce qu'après c'est mathématiquement un peu compliqué. Des textures aussi qui sont vachement pratiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser par exemple l'intensité lumineuse d'une texture, ça peut être une texture procédurale comme une photo que vous avez prise, hein, par exemple pour repousser les particules plus ou moins loin. D'accord? Imaginez que vous avez pris une photo, il y a des parties blanches, il y a des parties noires. Et bien les parties noires par exemple ne vont pas pousser les particules alors que les parties blanches vont les faire décoller très hautes. D'accord? J'ai pas, il n'y a pas flash sur là, mais si vous allez voir sur mon site par exemple, j'avais fait une anime un peu, si vous avez vu X-Men, dans X-Men il y a une séquence avec une carte au début qui est faite avec tout un tas de petits picots, et puis les petits picots montent, puis ça fait New York, ça fait Manhattan, ça fait ce genre de trucs. J'avais fait la même chose avec le système de particules de Blender, où du coup, avec l'intensité de la map, ça faisait monter du coup les objets qui étaient dupliqués sur les particules. Du coup ça me permettait de recréer ça, et par exemple vous aviez un logo, tous les petits picots recréent le logo. Voilà. Ça marche aussi avec une vidéo, j'ai fait un test avec une vidéo si vous voulez regarder. Les curves guides, vous pouvez déformer vos particules selon une courbe, vachement pratique aussi ça. Les Boyd qui font la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire animation comportementale. Les turbulences, c'est des espèces de vent un peu comme ça. Et puis les drags en fait qui simulent la résistance de l'air. Voilà, parce que l'air empêche vos éléments d'avancer, hein, ce qui fait que quand on court au bout d'un moment on ne peut plus, parce que vos jambes font mal. Hein. Mais la résistance de l'air peut être simulée à partir de ça. D'accord? Donc là, maintenant que j'ai fait à peu près mon crash, je repère, alors là il faut que je repère éventuellement, parce que la rotation a décalé mon point d'impact. Voilà. Je vois sur une vue de face qui va toucher à peu près à l'image 32, donc j'étais finalement pas si loin tout à l'heure, hein, qui va avoir à l'image 32 l'émission des particules. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner donc mon élément, je retourne dans les modificateurs et je recoche le petit œil de mon élément. Ça m'a permis de le mettre en sourdine un petit moment, et maintenant que j'ai calé mon animation, je reviens dans le module de particules. Je vous rappelle que ces particules, initialement, on peut le voir ici si je relance l'anime, hein, sont émises entre l'image 1 et l'image 5. D'accord? Je n'en vois aucune d'ailleurs, c'est assez inquiétant. Qu'est-ce que je display? Ah oui, excusez-moi, je sais pourquoi. Parce que j'avais mis le display en mode none, donc je ne les voyais pas. Vous vous souvenez, c'était histoire de ne pas avoir des petits points en plus des débris. Voilà. Donc, pouf, voilà, elles sont là. Donc je vous rappelle que je les largue, hein, ça fait un peu épandage agricole, hein. Je les largue dès le départ. Hein. Vous voyez, si vous avez envie par exemple de faire un avion qui met de l'engrais dans les champs, hein, vous faites 200 et puis... okay. C'est un peu vaisseau épandage. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le point d'impact. Le point d'impact qui est dans mon cas l'image 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais émettre à partir du point d'impact. D'accord? D'une manière assez rapide, hein, bien évidemment. Alors, il faut regarder en combien de temps il passe à travers le sol, parce que ça va être intéressant. Et vous voyez qu'il passe à travers le sol et il est complètement sous le sol, cette fois-ci à l'image 40. Donc une animation assez rapide. Donc je vais mettre la fin de mon émission à l'image 40. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai préalablement sélectionné mon plan et coché, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, vous avez dû le faire, et coché le bouton collision. Ok. Alors je finis juste sur un truc, les soft body c'est pour simuler les corps mous, genre chamallow, ce genre de choses. Les fluides, c'est fait pour faire des mouvements de fluide, de la flotte, tout ce que vous voulez.
Les close, c'est pour simuler des vêtements. Smoke, c'est pour simuler de la fumée. Et Dynamic Paint, j'en parlerai, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir, mais je vous parlerai simplement de ce à quoi ça sert. Ça, si vous voulez faire joujou, je l'aurai, parce qu'il manque 3 quarts d'heure, il faut qu'on termine ça. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donc déterminer, excusez-moi, ce plan en collision. Et donc, regardez ce qui va se passer. Voilà, il y a certaines particules, vous voyez, qui sont au-dessus. Et puis, il y a certaines particules, puisque l'émission a été faite de manière globale sur tout l'élément, il y a certaines particules qui sont nées après être passées sous la plaque. D'accord? Donc, c'est là où il va falloir essayer de bidouiller un peu. Mais alors, regardez bien. C'est là où ça va devenir rigolo. C'est une option, c'est pas forcément, vu la vitesse de l'animation, on pourrait s'en passer, mais faisons des choses précises. Je vais me mettre sur une vue de face. Actuellement, vous le voyez, toutes les particules sont émises de manière globale sur toute la surface. Moi, ce que j'aimerais, étant donné que le vaisseau se crache à partir du bas du vaisseau, c'est que les particules soient émises en partant du bas. Vous comprenez? Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le paramètre texture. Alors, c'est là que ça va devenir un petit peu plus complexe. Ne vous inquiétez pas si vous ne suivez pas, si vous avez raté des morceaux, je vous donne ma scène à la fin. D'accord? Si vous avez des clés USB ou des choses comme ça, ou alors si vous voulez, je la donnerai à Olivier qui la mettra sur le site de Tout Libre, ou voilà, on s'arrangera, pour ceux qui n'auraient pas de clé ou si on n'a pas le temps. Mais je vous donne la scène finale. D'accord? Comme ça, vous aurez la possibilité de l'ouvrir, la décortiquer et voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais ici aller dans les paramètres de texture qui sont ici. Et ici, vous le voyez, j'ai des petits boutons, dont un justement qui est pour les particules. Et donc, je vais pouvoir utiliser des textures, qu'elles soient procédurales, que ce soit encore des photos, comme je le disais tout à l'heure, et je vais pouvoir utiliser ces textures pour, par exemple, émettre les particules au cours du temps selon une intensité lumineuse, ou émettre les particules plus ou moins loin selon une intensité lumineuse, ou ce genre de choses. D'accord? Donc, je vais créer une nouvelle texture, et je vais la créer en mode, alors c'est là où je vous dis ça va aller un peu vite, et c'est peut-être là où vous allez peut-être plus suivre, mais alors dans ces cas-là, passez cette étape, ne le faites pas, restez dans votre cas actuel, comme ça vous ne verrez pas énormément la différence. Je vais utiliser ici une texture qui s'appelle le blend, qui en fait est un dégradé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça rampe ou dégradé, je ne sais pas. Et donc, gradient. Donc ça s'appelle un blend, et je vais mettre le blend de façon verticale. De cette manière à ce que ça parte du bas vers le haut. D'accord? Maintenant, je vais me mettre sur une vue de face, ce qui est déjà mon cas. Je vais sélectionner mes éléments, et je vais afficher ici sur la droite un truc qui s'appelle l'UV Editor, c'est-à-dire que ça va me permettre de générer des UV qui sont des coordonnées de texture, qui, vous voyez, pour l'instant, sont complètement en vrac, qui servent pour la texture actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau set d'UV, c'est-à-dire une espèce d'information locale supplémentaire, vous voyez, ici dans le UV Map, et je vais appeler ça UV Crash. Comme c'est filmé grâce à notre ami, c'est formidable, vous pourrez vous le refaire lentement. Enfin, si ça filme toujours, oui. Donc, UV Crash, et là regardez ce que je vais faire. J'appuie donc sur la touche U, je sélectionne toutes mes faces, je suis en mode face, je sélectionne toutes mes faces. J'appuie sur la touche U, il y a un truc qui s'appelle Project from View, c'est-à-dire projeter selon la vue. Et là, vous voyez, j'ai des UV qui sont faits selon mon axe de caméra actuel. D'accord? J'ai même une fonction encore plus intéressante qui s'appelle Project from View Bound, c'est-à-dire fais une projection, mais tire-moi ces éléments sur les bords de l'image. Et comme je vais avoir un dégradé qui va aller du bas vers le haut, je vais projeter en fait un dégradé selon cet axe de vue qui va me permettre de dire en bas c'est sombre, en haut c'est clair. Et je vais utiliser ce dégradé pour dire les particules, vous êtes gentils, vous commencez à être émises par le bas, c'est-à-dire là où c'est sombre, et puis progressivement vous allez monter vers le haut. Vous comprenez le principe? Du coup, je vais émettre les particules en fonction de mon point de collision et pas de manière globale. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans les paramètres de texture et regardez tout en bas, il est connecté de base sur time. Et vous avez plein d'autres paramètres comme lifetime, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des particules qui vont avoir une durée de vie plus ou moins importante selon cette texture, ou une densité. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur les rochers, je vais pouvoir par exemple mettre plus de rochers à un endroit qu'à un autre, ou ce genre de choses. Okay. Encore une fois, si ça va trop vite pour vous, ne le faites pas, restez dans votre cas précédent. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais revenir sur ma vue 3D, je repasse en mode de simulation. Je me mets juste avant, et là j'avance image par image, et regardez ce qui se passe. Vous voyez, cette fois-ci, ça commence par le bas, vous le voyez, elles sont toutes émises par le bas, et puis ça monte progressivement. Ça se verra un petit peu plus si je passe en mode... voilà. Vous voyez, il émet par le bas,
et puis progressivement. Alors excusez-moi, non, j'ai fait une énorme bêtise, il n'est pas du tout par le bas. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de se baser, excusez-moi, voilà. Je vais lui demander de me baser sur mes UV, c'est-à-dire la projection que j'ai faite, excusez-moi. Et quel UV? Bah, celui que j'appelle UV crash. D'accord? Et maintenant, voilà, ça c'est beaucoup plus réaliste maintenant. Regardez, ça commence par le bas, vous les voyez, il n'y a que au niveau du sol que c'est émis. Vous voyez les petits points qui sont ici? Et maintenant, en avançant image par image, regardez, hop! Vous voyez ce qui se passe? En fait, l'émission monte par rapport à mon vaisseau, mais le vaisseau descend. Donc du coup, les particules sont toujours émises au niveau du sol. Vous comprenez le principe? J'ai quelques particules récalcitrantes qui passent à travers le sol, vous le voyez ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je retouche les start et end un tout petit peu. Hein. Par exemple, ici, bah, là c'était 32, 40, bah, ce sera 31, 39. Vous voyez, je décale un petit peu dans le temps. Je revérifie ma simulation. Comme vous le voyez, c'est absolument pas réaliste parce que c'est émis au-dessus du sol. Vous le voyez, hein, le sol est ici, hein, sur cet axe noir, et puis c'est émis au-dessus. Franchement, à la vitesse à laquelle ça va aller, qui va le voir, quoi. D'accord? Après, vous pouvez essayer éventuellement de dire, bah non, ce sera à la 32-39, ou voilà, retoucher les particules. À la limite, ça va peut-être marcher d'ailleurs. Ouais, ça marche. D'accord? 32-39, dans mon cas, ça marche. Encore une fois, ça ne marchera peut-être pas dans votre cas, parce que vous n'avez pas le même mouvement. 32 pour 0,0, tu l'as 32 aussi. Tu peux peut-être le faire, je t'avouerai que... Oui, exactement, tu peux faire des valeurs intermédiaires. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir que la simulation dynamique, pour qu'elle soit bonne, n'est pas calculée image par image. Il faut parfois, imaginons que tu as un crash très rapide, à une image il va être au-dessus, à une image, l'image suivante il va être en dessous. Il faudrait qu'il calcule des images intermédiaires. Et ça, il peut le faire, parce que tu as ici un paramètre qui s'appelle le subframe, c'est-à-dire l'inter-image. D'accord? Et en augmentant cette valeur, par exemple à 2, il va calculer 2 images entre 2 vraies images. Donc tu auras une collision bien plus précise. Donc voilà, là pour l'instant ça marche, donc ça va être très bien avec ce frame. Voilà. Tout le monde a compris le principe? Pour l'instant de ce qu'on fait et où on veut en arriver. Et il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent parce que regarde, ils tombent sur les côtés. Tu vois? Regarde, je te montre le principe. Et ils se répandent. Et ils tombent. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec tous mes paramètres, par exemple, comme le paramètre random, qui était peut-être pas assez costaud, tu vois. Je vais le mettre à 10 ou 15, et je vais essayer de resimuler le crash. Voilà, tu vois. Comme ils tombent plus violemment sur le sol, ils rebondissent plus haut. D'accord? Ici, dans mes paramètres, donc je reclique cette fois-ci sur mon plan, et je retourne dans les paramètres de collision, vous savez, le gros bouton collision que j'ai coché tout à l'heure. Et ici, j'ai des paramètres qui s'appellent les paramètres de friction, qui sont ici. Qu'est-ce que les paramètres de friction et les paramètres de damping? Actuellement, le paramètre de damping, qui veut dire en fait l'absorption de l'énergie en fonction des rebonds, est à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une particule qui rebondit, elle remonte toujours à la même hauteur. Vous voyez? C'est genre balle magique, quoi. Vous vous souvenez de la super balle magique, hein, qui permet de défoncer les vases et les verres chez vous, hein, ça, parce que vous n'arrivez pas à l'arrêter. Et ben voilà, c'est balle magique, quoi. Et en augmentant la valeur de damping, par exemple en mettant une valeur de 0,25, vous allez perdre donc 25% de la hauteur à chaque fois. Ça veut dire que au fur et à mesure, ça fait okay. Et ce facteur random qui est très très important, qui va mettre une valeur d'aléatoire entre les particules, qui fait que toutes les particules ne vont pas rebondir de la même manière. Hyper important. Ouais, je suis déconnecté et tout. Par exemple, ici 0,5. Et donc en faisant ça, vous allez avoir du coup des particules, vous voyez, qui vont rebondir. Alors, le choc est peut-être un peu trop violent, il faudrait que je retourne dans mes paramètres ici, puis le choc est peut-être un peu violent, puis le plan est peut-être pas assez grand aussi. Hein. C'est le sol, hein. Donc le sol, vous voyez, c'est pas une poutre. Hein. Voilà, qui va permettre, vous voyez, aux particules, hop, de rebondir. Voilà, alors on remarque que, vous voyez, progressivement les particules rebondissent, ça c'est cool, mais elles font du patin à glace. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune résistance au niveau des frottements qui les stoppe. Vous voyez, elles continuent, elles continuent, elles continuent. Et ça, c'est le deuxième paramètre justement qu'on appelle les paramètres de friction. C'est vachement bien dans les cours de physique de faire ça, comme ça tu comprends ce que le crâne comprend. Donc, les paramètres de friction, c'est quoi? C'est justement de dire que si une particule frotte contre le sol, les frottements
vont la ralentir. Okay, je prends ce truc-là, je le jette, il n'est pas allé jusqu'au bout de la pièce. Et bien là, c'est le même topo. Vous allez avoir un paramètre de friction, par exemple, de 0,25. Et encore une fois, on n'a pas envie forcément que toutes les particules aient le même comportement. Donc le paramètre random, qui veut dire aléatoire, hein, va permettre justement de pondérer ce comportement sur certaines de ces particules. Et là, regardez bien. Pop, pop, pop. Vous voyez ce qui se passe? Elle reste sur place. Je vérifie si éventuellement il n'y a pas de particules qui est passée à travers le sol. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon je vais perdre des morceaux. Souvenez-vous que les particules à la fin vont arracher les morceaux de mon vaisseau. Hein. Ok? Dans les paramètres, quand est-ce qu'on peut savoir que le maximum c'est 1 ou le maximum c'est 100? Enfin, il n'y a pas de... Par exemple, le paramètre de friction, je ne sais pas si c'est du 100%. Alors, ça va de 0 à 100%, mais c'est normalisé entre 0 et 1. Par exemple, si tu mets le paramètre de friction à 1, dès que la particule va toucher le sol, elle s'arrête, elle scotche. Voilà. Mais il y en a certains où tu mettais 5 ou 10, donc des fois on n'est pas sur du... Alors oui, parce qu'il y a certains paramètres, si tu veux, qui marchent en puissance, tu vois, et d'autres qui marchent en pourcentage, entre guillemets. Chaque paramètre a son échelle, entre guillemets. Et en fait, il faut le savoir d'emblée. Il faut le savoir d'emblée, tout à fait. Y a pas de... De toute façon, c'est pas compliqué, hein, tu vois. Si tu essayes de mettre 5 là-dedans, bah, il va se scotcher à 1. Ah, ok. Voilà, donc, tu ne pourras pas aller plus loin, donc tu le comprends assez vite, généralement. Tu fais un essai, tu dis, ah, tu veux pas, bon, tu veux pas. Ok. Donc maintenant, c'est là qu'on va rigoler. Parce que c'est quand même pas cassé de faire pour ça pour rien. Donc maintenant, je retourne dans mes paramètres de modification, qui sont là, et j'active l'explode. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je fais ça pour avoir une vue plus grande. Et bien, j'appuie sur play, et boum, il se crache. Là, encore une fois, rappelez-vous, ce n'est pas les particules qui nous intéressent, c'est les fragments qui découlent des particules. Donc je retourne dans mon paramètre de particules, et j'ai ici la division display, donc affichage, et je le mets en on pour cacher les particules. Et du coup, je vais garder uniquement, vous le voyez, mes débris. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai animé mon objet principal avec des images clés, donc il y a une information qui dit tu vas par là, mais à partir du moment où ça devient des éléments dynamiques, les images clés n'ont plus lieu d'être. C'est-à-dire que les informations de clé de location que vous avez mis ne va pas pousser plus loin la particule. À partir du moment où la particule a arraché le morceau, c'est la particule qui dirige le morceau, c'est plus les clés. Donc ça vous permet d'avoir à la fois ce côté dynamique et aléatoire des particules, mais en même temps de répondre aux attentes extrêmement précises du réalisateur pour lesquelles vous travaillez. Si vous avez placé votre caméra exactement au point d'impact et que vous voulez que ce point d'impact soit là, parce qu'il devait se cracher là, vous avez le contrôle via les clés. Et vous avez ce paramètre aléatoire via les particules. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Et c'est super important parce que sinon vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande. D'accord? Donc c'est là où cette énorme bidouille, vous voyez, le crash est absolument pas dynamique. C'est ce que deviennent les fragments qui sont dynamiques, pas le crash. Ok? Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'animation, donc en tout cas le crash tel qu'il est calculé, c'est une animation de particules. Et je vous disais, on ne peut pas revenir en arrière. Là, vous vous rendez compte que de temps en temps, on peut revenir en arrière. Pourquoi? Parce que regardez bien, vous avez des petits points rouges qui apparaissent dans votre timeline en bas. Ce sont justement des états des particules, des positions des particules à des moments donnés, que Blender garde en tête. D'accord? Mais quand vous revenez en arrière, il s'efface, et puis vous revenez en avant. Vous voyez, tout ça est très aléatoire. Vous pouvez demander à Blender qu'il garde dans sa tête, de manière définitive, la position des particules à chaque image. Et ça, effectivement, comme tu le disais, ça passe par le fichier de cache, ce qu'on appelle le cache. Le cache, en fait, c'est un mot un peu compliqué pour dire « retiens ce qui s'est passé ». Oui. Il y a un truc quand même qui me turlupine, c'est au niveau de la trajectoire, si tu as la position, et je ne sais pas si Blender change la vitesse ou l'accélération. Alors justement, regarde, justement j'allais y venir après, mais faisons-le tout de suite. Tu as ici, regarde, un paramètre qui s'appelle Object, qui est à 0. Si je le mets à 1, les particules vont hériter de la vitesse de ton élément à la base. C'est-à-dire que maintenant, regarde, si je relance mon anime, toutes les particules vont aller vers l'avant. Tu vois, regarde. Là, il est à 1, donc je le remets à 0 pour que tu puisses bien voir la différence. Hein. Hop, regarde. Ça, c'est crash sans tenir compte de la vitesse initiale de l'objet. Voilà. Maintenant, ça, c'est crash en tenant compte de la vitesse initiale de l'objet. Bah, du coup, si Blender est capable de... Vous voyez la différence? Et si...
c'est un peu trop fort. Donc du coup, tu vas plus lentement. Tu mets ça à 0,25 par exemple. Tu vois, qui est un quart de la vitesse. Voilà.